Bonjour, 12e numéro du Café Politique sur TV Fil 78. Bonjour et bienvenue au bistrot du théâtre à Montigny-Bretonneux, Benoît Hamon. Bonjour. Bienvenue, vous êtes député de la 11e circonscription des Yvelines, député socialiste, ancien ministre de l'économie sociale et solidaire, ancien ministre de l'éducation et conseiller municipal également à Trappes. On enregistre cette émission à quelques jours du congrès de Poitiers, congrès socialiste qui va permettre d'entériner la ligne directrice du parti. Vous en attendez quoi concrètement de ce rendez-vous, vous qui jusqu'à présent vous êtes montré plutôt critique sur ce qui a été fait par le gouvernement depuis 3 ans? Bon, j'ai été critique sur certains aspects, pas surtout, j'étais ministre. Mais vous l'avez quitté ce gouvernement? Oui. Non, mais je suis le point sur lequel je reste réservé. Ce sont les politiques économiques et sociales. En clair, on le voit ici sur ce territoire, mais ailleurs, des Français qui ont toujours des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de la vie quotidienne qui restent importants, d'emploi, de souffrance au travail, etc. Et ce qu'on attend de la gauche, d'ailleurs qu'on soit de droite ou de gauche, quand la gauche arrive au pouvoir, c'est qu'il y ait davantage de justice sociale. Et je pense que sur cet aspect-là, il faut qu'on exploite les 2 ans qui viennent totalement. C'est sur ce terrain-là que moi j'attends des modifications et j'espère que le congrès de Poitiers contribuera. Est-ce que ça va être possible? Parce qu'il y a eu un vote des militants pour les différentes motions. Vous souteniez la motion B qui fait 30%, un petit peu moins de 30%. Oui, 29, oui. Déjà c'est une déception, c'est suffisant, 30%. 47 dans les Yvelines. 47 dans les Yvelines, effectivement, mais c'est un petit peu l'anomalie par rapport même à la région francilienne, puisque votre motion est arrivée en tête, mais vous êtes implanté ici, ça peut paraître tout de même assez logique. Au-delà de ça, c'est 29% au niveau national. Est-ce que c'est une déception? Est-ce que ça va permettre une inflexion aussi? Je ne pense pas que ça intéresse grand monde, mais... Non, mais ce qui va en découler, oui, mais c'est important. En tout cas, ce qui va en découler, ça intéresse les gens. Sur quoi on votait? Sur des orientations. Que faire en gros des 2 ans qui viennent? Et ce qu'il faut dire, c'est que le texte qu'ont signé tous les ministres est un texte qui dit ou revendique la nécessité d'un changement de cap sur un certain nombre de questions économiques ou de questions sociales. Donc maintenant, moi, ce que je vais regarder avec attention, c'est si ces engagements pris et qui ont permis à ce texte d'être majoritaire devant les militants seront tenus. Benoît Hamon, député, avec une action nationale, action locale aussi. Vous êtes conseiller municipal à Trappes, je le rappelais tout à l'heure. Nous sommes allés dans votre ville demander ce que les habitants pensaient de vous. Quelle image ils avaient de vous? Plutôt positive, oui. D'un monsieur qui est candidat à des fonctions, qui vient au conseil municipal. Après, son activité locale, je ne connais pas. J'ai plus de la sympathie pour lui. C'est certainement un type bien, qui est consciencieux, qui inspire confiance. Enfin, moi, il m'inspire confiance. J'étais très déçu. À partir du moment qu'on fait partie d'un gouvernement, on se tait et puis on accepte. C'est un gars qui a l'air pas mal. Bon, il a des idées un peu tranchées, mais c'est normal en politique. Il peut m'inspirer confiance, oui. Oui. Même si je n'ai pas automatiquement les mêmes idées sur tous les sujets que lui. Oui. Il n'a même pas été capable, côté ministre, de faire quelque chose pour le cabinet médical. Il a fallu que les habitants se mobilisent et qu'ils fassent une pétition, et ça a été pris par le Parti communiste. Où était M. Benoît Hamon? Voilà. M. Benoît Hamon ne fait rien pour Trappes. Il voit que sa place plus haut, ministre ou autre chose. Benoît Hamon ne fait rien pour Trappes. Juste pour réagir sur cette dernière personne. Moi, je ne peux pas reprocher aux électeurs de ne pas voir la réalité de ce qu'on fait quand on négocie des centaines de milliers d'euros de crédits qui auraient disparu. Notamment, je vais prendre un exemple. À raison justement des politiques budgétaires qui aujourd'hui serrent les vis et serrent les boulons, il devait y avoir à peu près 150 000 euros de crédits de réussite éducative en moins pour Trappes. Ça veut dire que des programmes d'accompagnement des enfants, qui sont absolument indispensables pour qu'ils puissent ne pas perdre le fil et abandonner en route. Eh bien, ces 150 000 euros, la ministre, c'était vendredi dernier, a annoncé qu'elle les rétablirait. Mais je vais aller même plus loin. La couverture de la N10, sujet qui est débattu depuis des années et des années, sur lesquels... Oui, 30 ans. Oui, mais je suis en mesure de dire que non seulement aujourd'hui on est en train de boucler les études, mais qu'enfin l'enquête publique va pouvoir commencer et qu'on peut aujourd'hui, parce que nous avons fait inscrire 110 millions d'euros au contrat de plan État-région, là c'est du tangible, c'est du signé. La politique pour vous débute à 19 ans, vous êtes né en 67, engagement militant lors d'une manifestation organisée contre le projet de réforme de l'université d'Alain de Vaquet, le ministre de Jacques Chirac à l'époque. C'est ça, le déclenchement de l'engagement politique pour vous? Ça remonte à ça ou... Oui, en termes d'engagement, c'est les premiers pas. La conscience politique... mais je pense que la conscience politique, elle est
était né avant, en tout cas la conscience politique, c'est quelque chose d'assez sommaire, un peu rudimentaire au départ, mais quand on a 16-17 ans, mais j'ai été très heurté par le racisme. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une partie de ma scolarité comme enfant en Afrique noire, et où on était là, évidemment des écoles très mélangées, par définition, peu d'Européens. Et quand je suis rentré en France, j'avais été très frappé par ça. En Bretagne, qui n'était pas spécialement une région raciste, mais il y avait du racisme. Et c'est ça qui a été le moteur de mon engagement. Je portais assez mal les manifestations d'intolérance en direction de gens, juste en raison de leur couleur de peau. Et le Parti socialiste, ça s'est imposé justement dans cette... rapidement pour vous ? C'était le parti de gauche qui était là, qui était disponible. Vous savez, ça se joue à beaucoup de hasard. De hasard au sens où vous rencontrez des personnes. Moi, j'ai pas été trotskiste dans ma jeunesse, par exemple. D'ailleurs, Le Point dit que j'ai été trotskiste. C'est bien une chose que j'ai pas été. J'ai trotskiste. Michel Rocard, un homme qui a été influent pour vous. Vous avez été président fondateur du mouvement des jeunes socialistes, et c'est Michel Rocard qui a donné un petit peu la dépendance, l'autonomie à cette formation. C'est surprenant, Michel Rocard, c'est plutôt libéral. C'est pas la gauche de la gauche. Non, mais ça évolue par la suite. Non, mais c'est pas ça. Rocard, c'est plus. On le claire grossièrement quand on dit le PS. Il y avait Mitterrand à la gauche, on aurait dit et Rocard à la droite. La réalité, c'est que quand vous regardez quand on prend le temps de lire Michel Rocard, on voit que par exemple dans la critique qu'il a de la financiarisation de l'économie, d'un développement d'une forme de capitalisme dévoyé, etc., qui se désintéresse finalement de l'outil industriel pour se préoccuper que de la rentabilité de l'action et du capital. Il a eu un discours très fort et des propositions qui ont été très importantes. Et quand on voit la place qu'il a accordée, lui, à la question par exemple climatique, il est un des premiers socialistes à s'être emparé de cette question, là où honnêtement, on a été, nous, à gauche, très en retard de ce qu'étaient les prises de conscience dans la société civile ou du côté d'Europe Écologie Les Verts, par exemple, de l'importance aujourd'hui du climat et de l'environnement. Et pourquoi est-ce que c'est important d'ailleurs ? C'est parce que quand l'environnement se dégrade, ça touche qui en premier ? Les catégories les plus vulnérables et les plus modestes. Et c'est pour ça que l'enjeu environnemental, c'est aussi un enjeu social. Et bien sûr, ces questions-là, Rocard, oui, ça reste une référence, mais pour la gauche, même pour ceux qui ont pu être ses adversaires politiques. Oui, bien sûr. Je ne l'ai pas revu depuis longtemps, pour être très honnête. J'ai dû le recroiser l'année dernière. Mais ça reste une référence intellectuelle que je respecte et avec laquelle je conserve des points d'accord, évidemment. Et pour rester dans cette classification, parce qu'il y a tout de même des tendances au sein du Parti socialiste comme dans tous les partis, mais plutôt à gauche de la gauche, ça s'est fait à quel moment ? À quel moment vous avez forgé vos idées ? Mais j'ai l'impression, je vais vous dire que je n'ai pas bougé, mais que c'est le PS qui a bougé vers la droite. D'accord. Oui, c'est ça. Au fond, mon sentiment, c'est ça. C'est que j'ai l'impression. Pourquoi vous ne quittez pas le PS ? Mais d'abord parce que je vois pas pourquoi. Et si vous parce vous y que retrouvez certains. plus, Non mais attendez, moi je reste fidèle à un certain nombre de convictions, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas les réévaluer à l'aune de la modernité. On n'est pas socialiste de la même manière, on ne propose pas les mêmes choses au XXIe siècle qu'au XXe siècle. Mais la question ce sont les valeurs et les principes et la façon dont on voulait transformer en solution derrière. Benoît Hamon, invité du Café Politique, on va passer à la seconde partie de ce rendez-vous, en parler de l'actualité nationale et puis locale aussi avec vous. Seconde partie du Café Politique, les élus qui viennent ici parler de leur parcours, parler également de leur actualité. Benoît Hamon, en tant qu'élu national, tout d'abord, votre actualité, c'est ce texte que vous portez à l'Assemblée, des amendements plus précisément sur le projet de dialogue social, et c'est sur le burn-out professionnel. Il y a un des amendements qui prévoyait que les affections psychiques soient reconnues comme maladies professionnelles. Je parle au passé parce qu'il y a une partie de ces amendements qui ont été refusés, notamment. Quel est votre sentiment ? Bon, d'abord, il y a des amendements qui sont refusés, pas parce que le gouvernement les refuse, parce qu'ils sont jugés irrecevables par ce qu'on appelle l'article 40. Voilà. C'est le président de la Commission des Finances qui l'a déposé et finalement il ne passe pas le cap. Pour être très clair, c'est parce que ça augmenterait les budgets, les dépenses. Même si ça fait faire une économie. Bon bref, c'est l'article 40 qui est très stérilisant pour l'activité des parlementaires parce que ça nous empêche d'amender les textes comme on le souhaiterait. Il y a deux amendements qui ont été acceptés par le gouvernement qui vont ouvrir la reconnaissance du burn-out comme une maladie professionnelle. Ça touche à peu près 3,2 millions de salariés en France, en tout cas en risque. Et l'objectif qui est le mien, c'est que plutôt que de se retrouver aujourd'hui à ce que ces maladies soient prises en charge par l'assurance maladie,
mais qu'elle le soit par la branche accident du travail maladie professionnelle, qui est financée par les entreprises. Pourquoi ? Pour que ces entreprises soient incitées à modifier leur organisation du travail de façon à ce qu'elle n'ait pas à payer pour ces burn-out. Mais ça concerne tout le monde, le burn-out. Ça va de l'agriculteur aux fonctionnaires, c'est le public et le privé. Oui, vous ciblez plus particulièrement les entreprises. Vous dites les agriculteurs, l'agriculteur qui est tout seul dans son exploitation avec 2-3 personnes. Mais demain, il pourra faire reconnaître sa maladie. C'est aussi extrêmement important pour tout le monde. Il y a eu un peu plus de 200 cas de burn-out reconnus comme maladie professionnelle en France l'année dernière, 11 000 en Belgique. Alors, il y a une hypothèse, c'est qu'en Belgique, ils soient plus stressés que les Français. Il y en a une autre, c'est de considérer qu'en France, on ne reconnaît pas, comme on le devrait, le burn-out. C'est ce qui me semble être la bonne option. C'est pour ça que je suis très heureux que le gouvernement ait accepté mes amendements. Mais, une partie. Oui, mais c'est pour ça que j'ai un mais j'entends aller évidemment plus loin. On parle globalement des entreprises, on va élargir un peu, parler d'économie. Au cours de cette émission, ce sont des élus d'autres bords politiques, donc de l'UMP, que nous sommes allés voir pour vous, pour qu'ils vous interpellent, qu'ils vous posent directement des questions. Jean-Michel Forgous, l'ancien député de la 11e circonscription, qui vous interpelle, il souhaite vous entendre sur les résultats du gouvernement. Ma première question, c'est sur le plan économique. D'abord, Monsieur Hamon, qu'est-ce que vous pensez de ce tableau ? Ça, c'est la dernière année où, en fait, la droite gère la France. Voilà. Vous avez 1,7 de croissance. Et puis, dès que vous prenez le pouvoir, vous prenez des mesures qui cassent la croissance. Donc, ma question, c'est, est-ce que vous vous rendez compte du drame que l'on vit, que nos entreprises vivent ? Vous aviez promis 1 million d'emplois, toutes catégories. Voilà. En fait, au bout de 3 ans, on a une destruction de plus d'1 million d'emplois, toutes catégories. Environ 600 000 de catégories, mais plus d'1 million de toutes catégories. Donc, vous aviez promis également de baisser les impôts, notamment la TVA, qui est le premier impôt des Français. Vous avez augmenté de près de 50 milliards l'ensemble des impôts. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire de la politique, de se faire élire en mentant délibérément, enfin, en présentant des choses qui sont totalement irréalistes. Qu'est-ce que ça veut dire, ce pays, la France, qui a ce discours politique complètement coupé des réalités ? Le discours politique du gouvernement, de l'action du gouvernement, coupé de la réalité, l'économie stoppée par l'action des socialistes. D'abord, je ne vais pas vous dire que la croissance est là, elle n'est pas là. M. Forgous confond M. Gattaz et M. Hollande, puisque le million d'emplois, c'est M. Gattaz qui l'a promis en contrepartie des 41 milliards d'euros distribués aux entreprises, ce que la gauche fait et que la droite n'avait jamais fait. D'ailleurs, qui fait partie, moi, des reproches que je fais, c'est que je pense qu'il ne faut pas distribuer l'argent sans qu'il y ait de contrepartie. Et donc les contreparties, c'était le million d'emplois. Effectivement, ce million d'emplois, on l'attend encore. Ce qui est la démonstration de quoi ? C'est que il faut pouvoir soutenir aujourd'hui la capacité des entreprises à restaurer leurs marges, mais dans les secteurs où elles en ont besoin. Sauf à ce que l'argent public, quand il va à ces entreprises, soit distribué sous forme de dividendes, mais ni à l'investissement, ni à l'augmentation des salaires. Moi, ma conviction, et elle est, je crois, illustrée par les faits, ce qui m'amène à avoir un débat avec le gouvernement. Je ne suis pas un béni oui-oui, d'ailleurs, peut-être à la différence de quelques autres, et on peut m'en faire le reproche, y compris dans mon propre camp. Je crois que... c'est ma conviction profonde, si nous ne soutenons pas le pouvoir d'achat, ce que nous avons fait pour les entreprises sera totalement vain. Vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Michel Forgous ? Le gouvernement socialiste a échoué aussi ? Si je vous dis qu'il a réussi quand le chômage a augmenté, soit je suis fou, ou alors je suis de très mauvaise foi. Jusqu'ici, il n'y a pas les résultats. J'espère qu'ils vont venir. Et je ne me réjouis pas qu'ils n'existent pas, mais ces résultats. Mais je suis pas dans... J'essaye de ne pas être dans les postures, justement, un peu grossières et idéologiques. Je prétends faire la leçon à personne, moi, en économie, surtout quand j'ai pas eu de résultat moi-même. C'était ce qui est le cas de M. Forgous. Donc, voilà, mais bon... Oui, il y aura une bonne manière d'enrichir la casquille, c'est que si on demandait à M. Forgous de mettre à chaque fois 1 euro dans une cagnotte, chaque fois qu'il cite Benoît Hamon, je pense que pourrait rééquilibrer le budget de la casquille. Il a versé 1 euro supplémentaire, il a encore une question à vous poser. Vous Ça concerne les rythmes scolaires. Ça concerne les rythmes scolaires. Deuxièmement, une question, je dirais, plus sur également le parler vrai sur les rythmes scolaires, cette fameuse réforme. Eh bien, elle coûte 2 milliards d'abord. Donc, qui va payer ? Comment les communes aujourd'hui qui perdent leur dotation de l'État, comment elles peuvent payer une réforme qui est aussi inefficace et qui coûte aussi cher. Ne serait-ce qu'à Trappes, dans votre commune, vous nous aviez promis, vous nous disiez 150 € par enfant, le coût. En fait,
Même votre propre première adjointe à l'éducation, Madame Marie, dit que ce n'est pas 150 €, c'est 400 € par enfant. Est-ce que vous imaginez l'erreur et comment les communes vont bien sûr payer cela? Mise en place difficile sur la réforme des rythmes scolaires. Jean-Michel Fourgousse qui évoquait Trappes. À Trappes, en ce moment, il y a encore une réflexion pour réorganiser les horaires parce qu'il manque des animateurs et ça coûte cher et qu'il faut trouver le meilleur ajustement possible. Absolument. Alors, 2 mots. Pourquoi est-ce qu'on fait la réforme des rythmes scolaires? Pourquoi est-ce qu'on rajoute un matin de plus? Parce qu'au départ, c'est ça. Ce ne sont pas les activités périscolaires. Je vais en dire un mot, parce que c'est un sujet important et je ne veux pas esquiver la question de Jean-Michel Fourgousse, y compris les contre-vérités. Mais pourquoi est-ce qu'on rajoute une matinée de plus? Parce que le niveau baisse aujourd'hui dans l'école. Et qu'on sait que les enfants apprennent mieux le matin. Après, la conséquence de ce matin de plus, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on va libérer du temps et on a souhaité que ce temps-là, plutôt que d'être utilisé à des garderies comme c'est le cas à Elancourt, ce soit utilisé à des activités périscolaires. J'observe, M. Fourgousse oublie de le dire, qu'il y a un fonds qui a été mis en place qui donne 50 € par enfant. Ce qui n'est pas suffisant. Non mais d'accord, mais quand on fait que des garderies, à quoi sert cet argent? Moi, je considère que cette réforme, elle se déploie. C'est logique que chaque année, on réévalue le contenu des activités périscolaires parce qu'ils vont s'améliorer. C'est le contenu des activités périscolaires. Mais ce qui est très important, c'est d'évaluer dans quelques années ce qu'aura été l'impact sur le niveau de vos enfants, des enfants du territoire, de cette matinée de plus. On va parler de la reconquête également, reconquête de la gauche sur le département des Yvelines, parce qu'aujourd'hui, au lendemain... On peut que reconquérir maintenant. Voilà, il n'y a plus d'agglomération, le département uniquement détenu par le centre, par la droite. Également, il vous reste quelques postes de députés, mais notamment avec le vôtre, mais la droite est fortement implantée. Tout à fait, la droite est fortement implantée dans le département. Comment vous allez réussir à reconquérir, et notamment dans l'optique des régionales qui vont se dérouler à la fin de l'année? Il faut prendre les élections les unes après les autres, mais je pense que il y a un travail de renouvellement que le Parti socialiste doit poursuivre, de ses équipes, des visages qui le représentent, mais ça ne tient pas qu'à ça, c'est aussi à la crédibilité de ce qu'on dit. Quand vous avez des électeurs qui pensent, alors, que le discours politique c'est du baratin, je fais vite, mais ça s'entend des fois, de la part de certains électeurs. Vous avez beau changer les visages, si ça reste du baratin, ça reste du baratin et les gens ne votent pas pour vous. Et pourquoi la gauche perd aujourd'hui? Parce que ces électeurs traditionnels restent à la maison. C'est pas tant qu'ils votent autre chose, ils restent à la maison. Parce qu'ils sont déçus des résultats, et moi j'assume de dire, je le reproche d'ailleurs de nommer les choses, je les nomme, ils sont déçus, ce qui ne veut pas dire que tout est mauvais, mais en tout cas ils sont suffisamment déçus pour rester à la maison. Et parfois même, ils ont l'impression qu'on n'est pas tout à fait à notre place. Et moi je crois que le débat politique, il a besoin de clarté, d'avoir une droite de droite, extrême droite à extrême droite et une gauche à gauche. Or là, aujourd'hui, il y a une forme de dérèglement dans le paysage politique français. Vous avez une gauche qui s'aventure parfois à droite, une droite qui donne le sentiment parfois de se sentir bien à l'extrême droite, et l'extrême droite qui défend la retraite à 60 ans. C'est comme, je ne sais pas si vous vous souvenez vos grands-parents, mais quand ils réglaient la mire du téléviseur, là, mais c'est ça, c'est qu'il y a un problème de mire. On se dit, mais on a l'impression, nos électeurs, que les gens ne sont pas au bon endroit. Alors, il y en a qui vous disent c'est la modernité que de bouger. Non, c'est pas la modernité, on n'est pas au bon endroit. Dans les Yvelines, comme au niveau national, c'est ce discours-là, un discours non pas clivant, mais clair. C'est pas parce qu'on est beaucoup plus décomplexé en termes de valeurs, de principes et de solutions qui doit être assumé, en tout cas c'est ce que je souhaite, par la gauche départementale. Et ça doit passer aussi par de nouvelles générations, ça commence. On a eu au municipal de nouveaux visages. Moi, je parie sur ces nouveaux visages. Ils sont nombreux, au Murau, à Chanteloup. Et sur des valeurs claires. Pour prendre des valeurs claires, un exemple par exemple, la défense de la culture. À Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a eu des choix qui ont été faits parce qu'il faut faire des économies, là encore, sur l'agglomération de Saint-Quentin. Il y a eu des coupes budgétaires sur l'aspect culture. On va repréciser que ce n'est pas une compétence obligatoire non plus de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a décidé de faire des économies sur ces différents postes. Il y a un collectif qui s'est monté avec beaucoup d'élus de gauche, voire tous les élus de gauche du territoire, pour défendre cette culture. Ça, c'est une valeur de gauche à défendre? Je vais emprunter à une chronique ce matin de François Morel sur France Inter, pardon de citer une radio concurrente, mais il citait Churchill, et je trouve, il m'a rappelé cette citation que je connaissais mais que j'avais oubliée. Churchill à qui on demandait de couper dans le budget de la culture pour financer l'effort de guerre. Et il a répondu quoi? Mais alors pourquoi nous battons-nous? Il avait réclamé du sang et des larmes, il avait annoncé qu'il y aurait du sang et des larmes aux Britanniques, mais
il a au moment où on lui demande de couper le budget de la culture pour financer l'effort de guerre, cette phrase-là. Et aujourd'hui, à Saint-Quentin, la Meurise, Grenier-à-Sel, la ferme de Béléva, le Scarabée, tous ces équipements, toutes ces associations se voient privées de dizaines de milliers d'euros, un tiers de leurs subventions, parce que l'agglomération fait le choix de couper dans ces dépenses-là. Et demande aussi aux communes de venir compenser. Oui, les communes viennent compenser parce que c'est des compétences des communes et pas des agglomérations. Oui, mais sauf qu'on maintient, heureusement pour la scène nationale, parce que c'est une compétence, et pour le prisme à Élancourt, donc Montigny et Élancourt ont les moyens préservés, je m'en réjouis, mais là où... C'est une question de statut sur les institutions, oui, d'accord, les équipements aussi. Je viens de le dire, mais, oui, mais à la fin, on a des engagements pris pour les saisons à venir, à la Meurise, à la ferme de Béléba. Comment on fait? On dénonce les contrats? Non, évidemment, on ne va pas le faire. Donc on a été chercher des moyens supplémentaires et on va les trouver, sans doute, pour compenser cela. Mais c'est un choix politique. Cette attitude qui consiste, de la part de l'agglo, à passer le ballon de rugby à d'autres en disant c'est pas ma faute, c'est l'autre. Bon, la réalité, c'est que on a eu, avec les événements du début de l'année, les grandes manifestations pour la République, un désir profond de se réunir, de vivre ensemble, et justement, quand est-ce qu'on se retrouve, sinon par la culture? On a un des territoires les plus créatifs, les plus innovants qui soit sur le plan culturel. On est en train de sacrifier cela. Eh bien, ça va avoir de l'impact, ça va avoir des conséquences. Ça va avoir, y compris des conséquences en termes de vivre ensemble, dans l'agressivité, dans des personnes. C'est évident, c'est le choix politique fait par... la majorité de droite aujourd'hui de l'agglomération. Je le regrette, nous le combattrons et nous serons aux côtés des acteurs culturels pour éviter cette casse, parce que c'est une véritable casse des équipements culturels et des associations culturelles sur le territoire. Un dernier mot, ça concerne la ville de Trappes qui a connu un drame il y a un peu plus d'un mois, la mort d'un jeune de 14 ans en bas de son immeuble. 3 semaines plus tard, c'est une femme enceinte qui recevait une balle dans le dos, elle rentrait tout simplement chez elle. Il y a un climat particulier sur cette ville de Trappes. Est-ce que la situation est sous contrôle à Trappes aujourd'hui, vous qui êtes élu dans cette commune? Oui, elle est sous contrôle, mais bon, sous contrôle, quand il arrive des événements pareils, c'est quand même un gamin de 14 ans qui meurt par un tir de pistolet mitrailleur, donc Moussa Conté, un autre, Daouda Kanouté, qui est blessé, 3 autres qui auraient pu aussi mourir, et l'enquête se poursuit. Donc là-dessus, j'ai par définition pas d'informations. Puis ensuite, une femme enceinte, à terme d'ailleurs, qui reçoit une balle, cette fois-ci de petit calibre. Je pense que d'ailleurs les deux affaires n'ont rien à voir. Dans les deux cas, c'est tragique. Et pourtant, à côté de ça, depuis que Trappes est en zone de sécurité prioritaire, on a 20% en moins de délinquance en matière de délinquance économique, d'agression faite aux personnes, mais c'est pas la même trafic délinquance, de drogue, de trafic de stupéfiants. Bref, on a un recul des faits de délinquance, mais des actes qui sont des actes graves, un meurtre en l'occurrence, sur la voie publique d'un enfant. Donc il y a une situation préoccupante et ça veut dire qu'il faut maintenir l'effort. J'en ai parlé avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui est parfaitement conscient de cela, qui a réuni d'ailleurs il y a peu de temps des acteurs de la sécurité sur ces questions, et notamment pour Trappes, et notamment les responsables de l'État qui sont en charge de ces questions-là. Moi, c'est un vrai sujet de préoccupation, et en même temps, je me dois de dire que fort heureusement, Trappes, c'est pas ça. Et la Marche Blanche l'a montré. On refuse la banalisation de la violence à Trappes. On refuse aujourd'hui... Mais personne ne va l'accepter. Il y a cette mobilisation, elle aussi née de la crainte et des inquiétudes. Je ne veux pas accabler certains médias, mais quand aujourd'hui vous écoutez le commentaire qui était fait, c'est comme si à Trappes, tous les jours, il se passait des événements d'une gravité absolue. Et comme si la population, finalement, s'était accoutumée à cette violence-là. C'est une violence exceptionnelle, je dis bien exceptionnelle. Et qui dure depuis plusieurs mois. Il y avait eu des coups de feu avant cet assassinat du jeune, ce meurtre. Des coups de feu qui avaient été entendus dans certains quartiers de la ville, par exemple. Oui, bon, ok, voilà, vous pouvez faire les récits d'eux. Je ne dis pas que c'est une ville calme, Trappes, mais Trappes, c'est pas ça. Ça se, non, mais ça sans dire que c'est ça, vous avez conscience de ces difficultés. Sauf qu'on parle que de ça. Il y a des moyens qui sont mis en place. Pardon de le dire, mais si j'écoute ce qu'on dit de Trappes, on ne parle que de ça. On ne dit pas que Trappes, c'est une des villes qui, aujourd'hui, et je ne parle pas des aspects culturels, mais a
produit parmi deux des plus brillants universitaires en termes de recherche sur la question de l'islam, Amel Boubaker et Rachid Benzine, qui sont des universitaires et chercheurs connus qui travaillent au plus haut niveau et qui sont des références. Est-ce qu'on parle d'eux? Non. On a évidemment d'immenses artistes, on a des chefs d'entreprise. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à Trappes, on est en train d'organiser, en lien avec un certain nombre d'élus, je pense notamment l'adjoint au maire de Guy-Malandin, Ali Rabé, qui avait pris cette initiative, un réseau, ce qu'on appelle les alumni. Vous savez, c'est les anciens, ça se faisait dans les grandes écoles, les anciens de Trappes. Parce qu'on a aujourd'hui des chercheurs, des chefs d'entreprise, des ingénieurs partout. Et ce qui nous facilitera, je l'espère, en construisant ce réseau, eh bien, l'obtention de stages, d'un apprentissage ici, d'un stage en alternance. Voilà, on va essayer de travailler aussi à diversifier les moyens de valoriser ce que sont les richesses de cette commune. Mais il n'y a pas que Trappes dans la circonscription. À Elancourt, on y fait aussi des choses formidables, et dans bien d'autres communes de l'agglomération et de ma circonscription. Donc, à La Verrière aussi, j'étais avec Amel El Moussaoui, qui est champion de l'Union européenne, et bientôt, j'espère, champion d'Europe en poids welter. Voilà, des formidables exemples, parce que ce sont des gens qui nous rendent fiers d'appartenir et de vivre dans ce territoire. Merci Benoît Hamon. Merci à vous. Prochain Café Politique le 12 juin. Un autre élu viendra s'installer ici pour parler de son parcours et des dossiers qui le préoccupent. Je vous retrouve d'ici là chaque soir, du lundi au vendredi, pour le journal de la rédaction.